Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Salut à toutes et à tous, regardez le média, la chaîne d'infos et de combat, sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lemediatv.fr. Vous regardez un nouvel épisode de l'émission Du côté de chez Sam avec Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, co-auteur des Illusions perdues de l'Amérique démocrate et animateur d'une newsletter sur Substack, politicoboy.substack.com. Nous évoquons 2 fois par mois l'actualité aux États-Unis, mais également la façon dont les États-Unis regardent l'actualité dans le monde. Au sommaire, le premier débat Biden-Trump en vue de la présidentielle de cette fin d'année qui a tourné au fiasco pour le président sortant. La libération de Julian Assange, pourquoi les États-Unis s'y sont finalement résolus. Et le gros sujet de cette édition, l'instrumentalisation de l'antisémitisme contre la gauche aux États-Unis, mais également en Grande-Bretagne. Salut Chris. Salut, bonjour à tous. Alors, tu as regardé le débat entre Joe Biden et Donald Trump, le premier de ce cycle électoral, un débat au cours duquel l'état de santé du président sortant a été évoqué avec cruauté par son adversaire. Well, I took 2 tests, cognitive tests. I aced them. He took none. I'd like to see him take one, just one, a real easy one. I'm in very good health. I just won 2 club championships. To do that, you have to be quite smart, and you have to be able to hit the ball a long way. And I do it. He doesn't do it. He can't hit a ball 50 yards. Every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. With dealing with everything we have to do with. Look, if I really don't know what he said at the end of that sentence. Alors, Chris, qui a gagné ce débat et qui l'a perdu? Si on en croit la presse et le sondage qui a été fait par CNN auprès d'un panel de personnes qui ont visualisé, qui ont regardé le débat, c'est clairement Trump. Il faut voir que dans les débats en 2020, il y avait eu 2 débats et à chaque fois, ce type de sondage avait donné Biden très loin devant Trump. C'était du genre 68% des personnes qui avaient regardé le débat et qui faisaient partie de ce panel avaient donné Biden comme vainqueur. Et là, c'est l'inverse, c'est 66% qui donnent Trump, ce qui est quand même, même si c'est des sondages qui sont vraiment très à prendre vraiment avec des pincettes, ça donne quand même, c'est l'opposé, diamétralement opposé à ce qu'on avait vu en 2020. Donc ça montre quand même bien qu'il y a un malaise, et ce malaise se transmet dans la presse, qui a titré essentiellement sur le fait que Biden avait été apparu comme vieux, fatigué, que ça soit la tonalité de sa voix, le fait qu'il avait bafouillé, cafouillé plusieurs fois, et qu'il était tout simplement, sa présence à l'écran était pas convaincante, et relance toutes ces inquiétudes qu'il y a sur son état de santé, son âge, sa capacité à être président pour encore 4 ans. Et pourquoi, finalement, les démocrates le gardent-ils? C'est la question que le monde entier se pose. En fait, oui, disons que ils sont un peu coincés, et il faut voir que ce débat, c'est un peu exceptionnel parce que normalement les débats ont lieu en septembre et octobre, et historiquement il y en a toujours 3. La dernière fois il n'y en avait eu que 2 parce que ça s'était mal passé entre les candidats, et ils sont organisés par une commission indépendante. Là, c'est un débat qui a été négocié par les 2 candidats avec CNN, et il y avait et donc beaucoup plus tôt dans la campagne, et à l'initiative de Biden. C'est Biden qui avait dit à Trump, je te défie de me débattre. Et en fait, ce qu'il espérait faire avec ça, c'était justement s'affirmer comme le candidat, faire taire les critiques qui disaient qu'il faudrait qu'il renonce à se présenter, et justement insuffler à nouveau une nouvelle dynamique dans sa campagne, puisque dans les sondages, on sent qu'il est un peu derrière Trump, et qu'il souffre a priori vraiment de cette perception d'âge, et de ne pas être à la hauteur physique ou du niveau de la santé, des responsabilités qui l'incombent. Donc du coup, ce débat qui était un peu plus court que ce qui se fait d'habitude, 1 heure et demie, et avec des micros qui étaient coupés entre chaque... donc quand l'intervenant n'avait pas la parole, son micro était coupé, ce qui devait permettre d'éviter ce qu'on avait vu en 2020 où Trump avait constamment interrompu Biden. Là, l'idée, c'était qu'ils puissent avoir le temps de dérouler ces arguments, etc., et de se répondre plus calmement. Donc tout ça, c'était vraiment pour favoriser Biden. Certains s'étaient interrogés pourquoi Trump a accepté ces conditions.
Et en fait, malgré ce pari qui était vraiment de montrer à tous les Américains que Biden avait la santé, la capacité d'être président, et cetera, et ben là, ça vraiment, c'est le retour du boomerang. Donc maintenant, on va se poser la question, effectivement, est-ce qu'il peut encore être candidat après cette prestation qui risque de s'observer dans les sondages? On s'attend, les experts s'attendent à ce que les sondages, qu'il y ait un sorte de plongeon dans les sondages après ce débat. Et il y a déjà une chute de tous les bookmakers, donc les parieurs à Las Vegas, etc., qui parient sur le vainqueur. Jusqu'à présent, c'était en gros du 50-50, et là, il y a eu un effondrement aussi des cotes pour les paris. Donc ça traduit quand même une inquiétude au-delà du camp démocrate. Et les démocrates pourront changer Biden en cas de plongeon de Bérésina sondagière ou pas? Alors oui, c'est possible. Donc la 1re condition, c'est que Biden accepte de se retirer, et ça paraît être la condition la plus difficile à remplir. Et pour qu'il accepte, il faudrait vraiment que son épouse le convainque, ou que Barack Obama ou vraiment des très proches de son cercle lui disent vraiment ces 4 vérités. Et c'est pas sûr que ça se produise. Si c'est juste la presse, là, on a vu des éditorialistes du New York Times proches de Biden qui ont écrit directement des tribunes pour appeler à son désistement. C'est pas certain que ça suffira. Mais si ça se passait, si Biden renonçait de lui-même, alors tout est possible. Normalement, ce qui se fait que ce soit au Parti républicain ou au Parti démocrate, officiellement, l'investiture, elle est donnée lors de la convention du parti qui se tient pendant l'été, au mois d'août, il me semble, pour le Parti démocrate. Donc c'est là que officiellement Biden va recevoir l'investiture du Parti démocrate. Donc jusqu'à cette date, c'est possible, en théorie, de changer de candidat. Et donc, c'est un scénario qu'il faut considérer maintenant plus sérieusement qu'avant. Évoquons désormais la libération de Julian Assange. C'est la première fois qu'il apparaît en homme libre, après une courte audience devant un tribunal américain des îles Mariannes dans le Pacifique. Julian Assange y a, comme prévu par l'accord passé avec les États-Unis, plaidé coupable de complot pour obtenir et divulguer des documents classifiés. Today is a historic day. It brings to an end 14 years of legal battles. And finally, after 14 years of legal battles, Julian Assange can go home a free man. Initialement visé par 18 chefs d'accusation, Julian Assange encourait jusqu'à 175 ans de prison, peine réduite à 62 mois et déjà purgée en Grande-Bretagne. Chris, comment cette décision de libération de Julian Assange a été prise et pourquoi la justice américaine l'a finalement relâché? Ah oui, c'est une surprise parce que en fait, tout ce qui se passait pour l'instant, c'était une procédure judiciaire qui visait à l'extrader aux États-Unis pour qu'il soit jugé des faits qu'on lui reprochait d'espionnage. Donc, c'était ce qui était une interprétation très problématique d'une loi qui date du début du XXe siècle et qui sert à museler la presse, en gros, quand elle s'attaque aux intérêts vitaux de la sécurité de la nation. Et donc, c'était quelque chose de très critiqué pour les questions de liberté de la presse, mais c'était quelque chose que Obama, puis d'ailleurs sous l'impulsion de Biden à l'époque, puis Trump et de nouveau Biden avaient continué de poursuivre pour que Assange soit jugé aux États-Unis et incarcéré dans une prison potentiellement très inhospitalière pour pas dire plus. Donc ça, c'était les craintes et coup de tonnerre. Donc Assange a été libéré. Alors pourquoi? Il y a différents facteurs. Il y a le fait qu'il y a quand même eu une grosse campagne qui n'a jamais lâché le morceau pour essayer d'obtenir sa libération. Le fait qu'il se soit marié en prison, qu'il a eu des enfants, tout ça, qui continue d'être humanisé, ça a contribué quand même à ce que la continuation des poursuites judiciaires devienne de plus en plus difficile à justifier. Et, en Australie, au départ, c'était la gauche plutôt qui plaidait pour sa libération, puisqu'il est australien, et c'est devenu en fait un sujet d'accord entre les deux parties. Et donc dans toute la société australienne, il y avait le sentiment entre ceux qui disaient bah, il n'aurait jamais dû être en prison au départ, et ceux qui disent bah, là ça suffit, maintenant ça fait 14 ans qu'il a plus sa liberté, et qu'il est 5 ans qu'il est détenu dans une prison de haute sécurité dans des conditions très traumatisantes. Donc du coup, il y avait cette pression de la société australienne, et après, ça s'est négocié par les diplomates, avec aussi la perception quand même du côté des États-Unis qu'il n'y avait plus grand-chose à gagner au fait de le garder en prison, parce que ça casse aussi le narratif américain de dire bah, la Chine, la Russie sont contre la liberté de la presse, et nous, on est le camp de la démocratie, des libertés civiles, etc.
Donc c'était un argument en fait qui était utilisé par les adversaires des États-Unis et de l'Australie pour montrer leur hypocrisie et le fait qu'eux aussi, ou eux surtout, s'attaquaient à la liberté de la presse, et cetera. Donc ça, c'est un argument qui a joué. Mais après, c'est pas forcément une victoire, complète pour le camp Assange et la Pourquoi? liberté de la presse non plus. Bah, c'est ce qui est ressorti de différents, enquêtes qui ont été publiées par des journalistes américains qui sont proches, qui ont des sources dans le milieu du renseignement. Et en fait, dans le milieu du renseignement américain, on considère que c'est un peu un gagnant-gagnant cet accord qui a été trouvé, puisque ce qui s'est passé, c'est que Assange a été libéré, mais il a dû donc été transféré devant un tribunal américain qui se trouve sur une petite île du Pacifique, pas loin de l'Australie. Et là, il a en fait reconnu qu'il était coupable des chefs d'accusations qui étaient portés contre lui. Et en échange, donc c'est ce qu'on appelle le plaider coupable, c'est un deal, quoi. En échange, la justice américaine a renoncé à la plupart des condamnations qu'elle réclamait, et il a juste été condamné à 5 ans de prison qui ont été considérés comme étant déjà purgés par ces 5 ans de prison passés en Angleterre. Et donc, du coup, les responsables du service américain indiqueraient en off surtout qu'ils voient ça un peu comme une victoire parce que, comme Assange a plaidé coupable, eh bien, ça permet de dire que, voilà, qu'on peut poursuivre les journalistes qui s'attaquent au secret défense et qu'on peut obtenir leur condamnation. Et donc, c'est un peu un exemple qui a été fait pour dissuader d'autres journalistes de révéler des secrets sensibles comme ça, comme l'avait fait Assange. On passe désormais au sujet principal, l'instrumentalisation de l'antisémitisme contre la gauche aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mardi, Jamal Bowman, représentant de New York au Congrès, a perdu sa primaire contre un candidat soutenu par le lobby pro-israélien AIPAC. Bowman était soutenu par le Parti socialiste américain et l'aile gauche démocrate. Chris, peux-tu nous en dire plus sur ce mini-séisme pour la gauche démocrate américaine? Oui, en fait, Jamal Bowman, il faut voir que c'est quelqu'un qui a rejoint le Congrès en 2020 et qui appartient vraiment à l'aile radicale du Parti démocrate, donc autour de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez, et qui du coup avait permis de renforcer ce petit groupe d'élus au Congrès dans ce qu'on appelle souvent la squad, donc autour d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui vraiment tient une ligne de gauche radicale au Congrès américain et ce qui s'exprime, y compris dans des votes, donc pour essayer de construire un rapport de force, pour justement, pendant la présidence Biden, c'était pour essayer de le conduire à prendre des mesures plus de gauche, et parfois avec un peu de succès. Et puis sur des grands sujets comme le conflit en cours au Moyen-Orient, bah, de faire entendre une voix qui rompt avec le bipartisme qui domine à Washington de soutien conditionnel à Israël. Donc c'est d'abord quelqu'un qui défend avant tout des positions de gauche radicale sur le social, l'économie, etc., mais qui est aussi, du coup, par cohérence, critique de la position israélienne, et c'est sur ça qu'il a été attaqué. Et en fait, il était particulièrement vulnérable parce que il y a eu une redéfinition des contours de sa circonscription, comme c'est souvent le cas tous les 10 ans, en gros, aux États-Unis. Et du coup, la circonscription où il avait été élu a beaucoup changé. Avant, il y avait beaucoup d'électeurs du Bronx, donc plutôt de la classe populaire. Et là, c'est devenu une circonscription beaucoup plus centrée sur les quartiers riches et aisés de Manhattan. Et ça l'a rendu un peu vulnérable aux attaques. Et donc, le lobby AIPAC, qui est donc un lobby pro-israélien aux États-Unis, qui est très influent et qui finance beaucoup de campagnes électorales et donne des notes aux différents élus pour noter leur proximité avec la politique israélienne, en gros. Donc, ils ont saisi cette opportunité. Ils ont récolté de l'argent auprès de donateurs républicains, donc ils se sont immiscés dans la campagne des primaires démocrates, en fait. Ils ont recruté ce candidat qui a, par le passé, été assez proche des républicains, en fait. Et donc, ils l'ont mis en face de Bowman. Et ils ont dépensé plus de 10 millions de dollars pour cette campagne des primaires, ce qui est inouï, hein. D'habitude, une campagne de primaire, c'est dans les cas les plus tendus, c'est 1 ou 2 millions. Mais là, on est dans des budgets complètement fous. Et donc, Bowman a été écrasé par cet écart de dépenses et a perdu son siège. Et donc, ça crée un petit séisme parce qu'il y a d'autres élus démocrates similaires qui risquent, proches ou appartenant à l'aile socialiste, qui risquent à leur tour d'être menacés par les millions de dollars des milliardaires républicains qui transfèrent ça à l'AIPAC.
sachant que les attaques n'ont pas essentiellement porté nécessairement sur sa position vis-à-vis d'Israël, parce que c'est quand même, avec le génocide en cours, difficile d'argumenter contre sa position, mais ils l'ont aussi attaqué sur des votes qu'il avait pris justement contre Biden pour forcer Biden à gouverner plus à gauche. Et donc ça a été quelque chose qui l'a rendu vulnérable. Et comment cet argent est utilisé pour déstabiliser une campagne démocrate, de l'argent républicain? Comment l'AIPAC s'en sert? Quel levier l'AIPAC utilise pour décourager des électeurs démocrates à la base de voter pour quelqu'un qui est en gros moins radical? Ouais, ça peut paraître surprenant depuis la France, mais en fait, faut comprendre que les campagnes américaines, il y a les dons qui sont faits aux candidats, et puis il y a des lobbies indépendants qui peuvent eux aussi faire campagne pour un candidat. Ils ont l'obligation de faire ça de manière indépendante du candidat, donc sans se consulter, mais ils peuvent inonder les boîtes aux lettres de tracts, diffuser des publicités sur les ondes radio et la télévision. Et donc c'est ce que fait l'AIPAC dans différents scrutins. Et là, concrètement, c'était vraiment pour punir et aussi faire un exemple pour que les autres élus démocrates ne prennent pas de... Parce qu'il faut savoir qu'il y a les propos tenus par Bowman et d'autres élus démocrates pour soutenir la cause palestinienne ou critiquer Israël. Et puis il y a les votes qui avaient été pris au Congrès. Par exemple, Bowman avait voté contre l'attribution sans condition de budget supplémentaire militaire à Israël. Donc tout ça, c'est pour contraindre après tous les élus du Congrès à voter en fonction de la ligne de l'AIPAC, qui est en gros ce que va demander Netanyahou, le gouvernement israélien. Donc c'est de l'influence directe, comme ça, sur les élus, soit par intimidation, soit en les remplaçant par des élus qui, eux, seront plus dociles. Alors, il n'y a pas que Bowman, il y a d'autres élus, candidats, en tout cas issus de la gauche radicale, qui sont menacés de perdre leur siège. Voilà, c'est ça que la question. La question, c'est combien vont être impactés. Cory Bush, donc, qui est une élue qui est aussi très proche d'Ocasio-Cortez, est la prochaine qui est concernée. Mais il faut voir que cette instrumentalisation en fait, du conflit à Gaza pour faire tomber les élus progressistes, c'est pas simplement l'AIPAC qui défend les intérêts d'Israël, c'est aussi des milliardaires républicains qui défendent, eux, les intérêts des milliardaires, de la classe dominante, et qui utilisent ce prétexte pour faire tomber des candidats qui, autrement, demanderaient des lois pour plus d'impôts sur les riches, etc. Donc il y a cette instrumentalisation, et on l'a vu très clairement, par exemple, quand Bernie Sanders a fait ses campagnes présidentielles. Donc là, ça va peut-être faire un parallèle assez évident avec ce qu'on peut voir dans d'autres pays, mais il faut savoir que quand Sanders a tenté de s'imposer face à Hillary Clinton et ensuite Joe Biden, il a été essentiellement critiqué, pas pour ses positions, qui étaient très populaires, donc c'est son programme, mais donc on a essayé d'instrumentaliser certaines choses comme ça. Donc en 2016, c'était le comportement qui aurait été un peu, on va dire, d'hommes blancs peu soucieux de l'antiracisme, etc., qui est de ses supporters sur les réseaux sociaux. Donc il y avait cette controverse des Bernie Bros, donc le militant typique de Bernie Sanders qui était trop sur l'économie et pas assez sur l'antiracisme et les sujets sociétaux. Mais il y avait aussi déjà dans la presse des accusations d'antisémitisme contre Bernie Sanders. Alors, il faut noter que Bernie Sanders, il est juif. Oui, voilà, et puis il a même vécu en Israël quelques années où il avait fait un séjour dans un kibbutz dans sa jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois juif, mais qui aussi a un attachement à Israël. C'est pas quelqu'un qui a des positions extrêmement radicales. En gros, ses positions à l'époque, et c'est toujours à peu près les mêmes, c'était de dire il faut qu'Israël respecte le droit international, et s'il le fait pas, on arrête d'envoyer de l'argent gratuit à Israël tant qu'ils n'acceptent pas de respecter les résolutions de l'ONU. Donc c'était ça sa position, et il avait été critiqué pour ça. Et en 2019, il avait traité Netanyahou à l'époque de raciste, suite à ce qui s'était passé au massacre qui a été commis contre les Palestiniens de Gaza qui marchaient pour la marche du retour. Et donc, suite à ça, il y avait eu beaucoup d'articles dans la presse, dans le New York Times, dans le Washington Post, qui l'accusaient d'antisémitisme ou ou que ses supporters se nourrissaient de ses positions pour être antisémites. Et donc, c'est un sujet qui est revenu sur la table dans la campagne pour le nuire également.
et qui est maintenant, par ricochet, ricoche aussi sur tous les élus qui le soutiennent ou qui se revendiquent de son mouvement. Alors que tout cela se joue à l'intérieur d'un même parti, le Parti démocrate, mais la tendance la plus à gauche doit finalement répondre à des accusations d'antisémitisme qui peuvent paraître parfois grotesques, comme on le voit avec Bernie Sanders. Ces attaques contre Bernie Sanders font écho à ce qu'on a pu observer en France, à ce qu'on a pu aussi observer au Royaume-Uni avec le cas de Jeremy Corbyn, non? Est-ce que Oui, tu peux c'est nous ça. rappeler ces événements? Ouais, Jeremy Corbyn, c'était un peu le Mélenchon ou le Sanders anglais. Donc en 2015, il est élu contre toutes les attentes, un peu, à la présidence ou le premier secrétaire du Parti travailliste anglais, le Labour. Et c'est quelque chose qui avait été un peu un choc en gros, les cadres du parti qui se revendiquaient de Tony Blair, tout ça, du centre droit ou centre gauche. Et là, il y avait eu ce mouvement interne au parti des militants qui avait réussi à faire gagner sa ligne. Et donc, il était devenu le premier secrétaire de ce parti et a été en mesure de faire la campagne en 2017 pour les élections législatives contre la droite anglaise. Et en fait, à l'époque, il y avait d'abord une tentative de l'évincer en interne en 2016, et ensuite il y a eu cette campagne où en fait les cadres du parti et les instances du parti avaient joué un peu contre lui, en espérant qu'il se prenne une raclée et que du coup après il soit démis de ses fonctions. Et déjà à l'époque, il avait commencé dans la presse anglaise, c'est parti d'un article dans le Guardian, donc qui est aussi un journal de centre-gauche, hein, qui en gros accusait le Parti travailliste d'avoir un certain laxisme vis-à-vis de l'antisémitisme de certains de ses cadres et militants, et qui pointait du doigt Corbyn comme étant lui-même laxiste par rapport à ça, et ambigu parce que soutien de la cause palestinienne déjà à l'époque. Donc ça avait commencé à créer des remous. Et en 2017, en fait, coup de tonnerre, Corbyn avait failli gagner les élections. Il avait fait la plus grosse progression en sièges et en voix jamais enregistrée par le Parti travailliste depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça l'avait placé en position de force pour le parti. Et même si ils avaient raté la majorité pour avoir le gouvernement, il était évident qu'avec le Brexit qui arrivait, etc., le gouvernement de droite, conservateur, était un peu sur un siège éjectable. Donc, il y avait la perception qu'il allait forcément y avoir des élections dans les 2-3 prochaines années et que les partis travaillistes, Corbyn allait être le prochain Premier ministre. Et c'est là qu'il s'est déclenché tout un torrent d'attaques issues de la presse, mais aussi interne au Parti travailliste. Et bien sûr, la droite et l'extrême droite anglaise s'est régalée avec ça et a amplifié ça, accusant en fait Corbyn d'antisémitisme, mais c'était fait de manière très pernicieuse parce qu'il n'y avait pas de faits réels, il n'y avait pas des propos qu'il aurait tenus ou des propositions de loi qu'il aurait avancées. C'était vraiment premièrement, son soutien à la cause palestinienne, qui était un soutien en fait sur la ligne de l'ONU, hein, donc rien de radical. Et puis ensuite, le fait qu'à chaque fois qu'il y avait, il faut savoir que le Parti travailliste, c'est 600 000 adhérents, et en Angleterre, plus qu'en France, il y a quand même malheureusement un antisémitisme qui existe. Donc c'est pas compliqué pour des journalistes ou des politiciens malveillants d'aller trouver un militant quelque part qui a posté un truc sur Facebook, un élu au conseil municipal d'une petite ville qui a tenu des propos qui sont pas antisémites nécessairement, hein. Il y a eu un gros rapport qui a été publié de 800 pages et les pires propos qui ont été retrouvés, c'était quelque chose qui est de l'antisémitisme dans le sens où si on peut interpréter ça comme de l'antisémitisme, mais il n'y avait pas de propos clairement condamnables devant la justice comme de l'antisémitisme. Mais tout ça, ça a été monté en épingle avec après un narratif qui s'est mis en place, c'est Corbyn ne fait pas assez pour lutter contre l'antisémitisme et lui-même est ambigu parce qu'il est enfin, il soutient la cause palestinienne. Et donc lui, il répondait à ça en disant mais vous en faites trop. Et du coup, on l'accusait encore plus d'être laxiste. Et donc ça a fini par pourrir sa campagne. Et en 2019, la moitié du temps, enfin, il avait d'abord une couverture négative constante, hein, et puis ensuite, la moitié du temps où il parlait, on l'interrogeait sur ça. Donc même si ce n'est pas un sujet qui a été le plus déterminant dans sa défaite en 2019, ça serait plutôt le Brexit et la position ambiguë du parti de la gauche anglaise là-dessus. Ça a quand même beaucoup plombé et du coup, après, il a perdu la direction du parti du travailliste. Et on voit maintenant que la personne qui a repris les rênes du parti, donc, est en fait quelqu'un de très à droite, qui est en train de droitiser le parti. Et c'est terrible parce que maintenant que le parti travailliste va arriver au pouvoir, c'est certain, et ben c'est un parti travailliste de droite qui va arriver au pouvoir au lieu d'être un parti de gauche ou même de gauche radicale. Parce que finalement, la question de l'antisémitisme
est une question, la question de la ligne politique en est une autre, mais il y a une forme de jonction entre des personnes qui désirent droitiser la ligne d'organisation politique ou de coalition politique de gauche en se servant de l'antisémitisme pour abattre finalement les gauches radicales en dehors de toute question liée en antisémitisme ou à Israël. Donc c'est une instrumentalisation quelque part. Est-ce qu'on peut utiliser le mot d'instrumentalisation, l'antisémitisme à des buts de politique nationale et à des buts de guerre contre finalement la gauche radicale? Oui, parce que la gauche donc corbyniste, si tu veux, ils n'étaient pas en désaccord sur le fond, sur des choses comme, il n'y avait pas de conflit, de débat important sur, quelle position adopter vis-à-vis d'Israël. C'était pas ça sur ça que portaient les accusations et le débat. On aurait pu imaginer qu'il y avait 2 lignes qui s'affrontaient au sein du parti, une qui disait qu'il faudrait, prendre des sanctions contre Israël et l'autre qui dirait qu'il faudrait soutenir Israël et cetera. Mais c'était pas du tout ça, il y avait pas vraiment à ce niveau-là de fracture. C'est vraiment, purement des accusations, avec sans éléments vraiment tangibles pour ensuite, les étayer en plus. Et donc voilà, donc et c'est clairement ce que disent, l'aile gauche, travailliste en Angleterre, que Corbyn a été, enfin que cette lutte contre l'antisémitisme qui est d'autant plus nécessaire en Angleterre que c'est quelque chose un vrai problème dans certains milieux, y compris, à gauche, et bah, a été instrumentalisé pour faire tomber, un projet politique qui était en rupture avec, Tony Blair et puis la droite, conservatrice. Merci Chris et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Le média, votre média est aujourd'hui la seule chaîne d'infos indépendante et proche du terrain des luttes sociales à avoir sa place dans le paysage audiovisuel français. Nous devons désormais élargir notre diffusion. C'est pourquoi nous avons candidaté pour un canal TNT et nous serons auditionnés dans quelques semaines au mois de juillet. Dans cette dernière ligne, soutenez-nous en allant sur tnt.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias.